Messieurs les modérateurs, chers collègues, on va donc parler de coagulopathie chez le traumatisé. Alors, la coagulopathie, globalement, c'est une altération de la capacité de coagulation qui est liée au traumatisme. Elle a une définition qui est biologique. Les anglo-saxons aiment bien utiliser l'INR. Un INR supérieur à 1,2 signe un trouble de l'hémostase. Quand il est en contexte traumatique, on appelle ça une coagulopathie traumatique. En France, on aime bien le TP. Donc un TP inférieur à 70% est la limite qui est prise. Et chez les collègues anglais, ils aiment bien utiliser le TCA. Globalement, cette coagulopathie, elle existe chez 25% des patients traumatisés sévères et elle est associée avec une mortalité qui est multipliée par 4. Une mortalité qui est probablement liée à l'excès de saignement qu'elle entraîne, puisque les capacités de la coagulation sont dépassées et qu'il n'y a plus formation du clou plaquettaire qui arrête le saignement. Et alors, quand on sait que les morts évitables, pour 30% d'entre eux, sont liés à une hémorragie, et que 60% des décès par hémorragie, ça se fait au cours des 3 premières heures, il faut la prendre en charge assez vite pour limiter l'accroissement du saignement qu'elle entraîne. Alors le but n'est pas de reprendre toute la physiopathologie de la coagulopathie du traumatisé, ça passe par une endotéliopathie qui altère les fonctions de la coagulation, mais il y a quelques idées à retenir pour comprendre le traitement. C'est que sa gravité, elle est associée en fait à l'étendue des lésions tissulaires et à la gravité de l'état de choc qui s'y associe. Les deux ont une synergie délétère. État de choc plus lésion tissulaire extensive égale fort risque de coagulopathie. Ça crée globalement de l'hyperfibrinolyse, une réduction de la capacité des facteurs à pouvoir assumer leurs fonctions, et puis une dysfonction plaquettaire. Bien sûr, perdre du sang, c'est perdre des facteurs, et puis tout ce qu'on utilise pour essayer de former du caillot est également consommé. Il y a une partie qui est liée à la réanimation, qui est la dilution entraînée par le remplissage vasculaire, et parfois l'hypothermie, si on oublie un petit peu ce paramètre, et de réchauffer les patients. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, il faut faire l'hémostase le plus tôt possible. C'est la partie que Fabio a abordée. Et qu'ici, il faut faire attention quand on fait la réanimation et qu'on peut donner quelques recommandations pour éviter de l'aggraver à la phase initiale. Un objectif de pression artérielle systolique en l'absence de trauma crânien entre 80 et 90 mm de mercure. Ça donne pas trop de pression dans les tuyaux, ça saigne moins. Et ça donne, on va dire, une perfusion satisfaisante des organes. On augmente ce niveau de pression chez les patients traumatisés crâniens par contre, parce que c'est priorité au cerveau. Le remplissage vasculaire, il est adapté aux objectifs. Essayez d'atteindre ces niveaux de pression avec le minimum de remplissage vasculaire. Il n'y a pas de recette miracle. Un traumatisme pénétrant dans un milieu urbain à 10 minutes de l'hôpital va consommer moins de remplissage qu'un traumatisme en motocross en forêt à 45 minutes du premier trauma center. L'utilisation précoce des vasopresseurs. Chez les collègues anglo-saxons, notamment nord-américains, l'utilisation des vasopresseurs est toujours associée à une surmortalité. Dans notre pratique française, on utilise très précocement. Après 1 litre de remplissage vasculaire, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Il y a une étude randomisée avec la vasopressine qui montre qu'on limite la quantité de remplissage, on limite la quantité de transfusion par l'utilisation de doses modestes de vasopresseurs. Alors on a dit que l'hyperfibrinolyse faisait partie de la physiopathologie de la coagulopathie, et vous connaissez cette étude CRASH2 qui avait randomisé 20 000 patients pour recevoir dès leur prise en charge initiale 1 g sur 10 minutes puis 1 g sur 8 heures d'acide tranexamique avec une diminution significative de la mortalité. Quand on analyse les data secondairement, bien sûr c'est significatif sur le total de la population, mais c'est d'autant plus efficace que c'est donné précocement, et surtout il y a une surmortalité associée quand on le donne au-delà de 3 heures. Donc le donner le plus tôt possible, et dans la première heure, c'est même préférable. Certains auteurs en fait contestent l'utilisation de l'acide tranexamique pour tous les patients, c'est notamment l'apanage d'une équipe nord-américaine. Le professeur Moore quand même fait référence dans le domaine de la traumatologie chez les collègues américains. Et en fait, à l'aide du thromboélastogramme, il discerne 3 types de profils phénotypiques. Les hyperfibrinolytiques, ceux qui forment la coagulopathie. Vous voyez que la mortalité associée avec l'hyperfibrinolyse est élevée. Ceux qui ont une fibrinolyse normale, la mortalité la plus faible, et ceux qui ont en fait une fibrinolyse qui est totalement éteinte, ce qu'ils appellent le shutdown, une fibrinolyse qui ne fonctionne plus du tout. Et ils ont une mortalité qui est intermédiaire entre les deux, et ils pensent que si on donne de l'acide tranexamique à des patients qui ont déjà une fibrinolyse éteinte, peut-être que c'est délétère. En fait, si on regarde et si on fait les dosages avec des méthodes de référence, la fibrinolyse existe quand même, y compris dans le shutdown, parce que probablement que la fibrinolyse locale, l'hyperfibrinolyse locale existe, si ce n'est qu'elle est moins disséminée au niveau systémique. Ces résultats ne sont pas de nature à remettre en cause l'utilisation de l'acide tranexamique. Il doit être utilisé pour tous les patients chez qui on suspecte une hémorragie, et le plus tôt possible, si bien que c'est en préhospitalier probablement que ce médicament trouve le plus son efficacité, le plus tôt possible.
En ce qui concerne la transfusion de culoglobulaire et de PFC, donc l'étude Proper a fait référence pour essayer de préciser les ratios avec lesquels on doit le faire. L'étude comparait 1 kg, 1 PFC, une unité plaquettaire versus 2 kg, 1 PFC et une unité plaquettaire, transfusée initialement comme pack transfusionnel et pour la suite de la transfusion chez des patients instables et hémorragiques. Même s'il y a un décroché au niveau de la courbe de survie, en fait, la différence n'était pas significative avec un petit p supérieur à 0,05. Si on regarde le détail des résultats, on se rend compte que, certes, la mortalité à H24 et à J30 n'est pas différente, mais si on regarde juste la mortalité par exsanguination, elle est plus importante dans le groupe qui recevait un PFC pour 2 kg globulaires. Et donc, pour les patients les plus graves, se rapprocher d'un ratio 1/1 est probablement préférable. Alors, quelle organisation il faut pour les ratios? Parce que quand on veut atteindre 1/1, idéalement, c'est qu'il faut avoir le PFC disponible tout de suite. Il faut anticiper pour pouvoir le mettre en place, parce qu'il faut 30 minutes pour décongeler un PFC. Et idéalement, il faut identifier les patients pour qui il y aurait un intérêt à le décongeler le plus vite possible ou le décongeler à l'avance avant l'arrivée du patient. On a tendance à fonctionner avec un dialogue avec les équipes préhospitalières pour repérer les facteurs de risque de transfusion massive des patients. Et dans cette étude qui visait à prédire la transfusion à l'arrivée ou la transfusion massive ou une hypoperfusion importante, les modèles multivariés permettent d'extraire 5 paramètres simples. Un pelvis instable à la palpation, un champ annexe supérieur à 1, c'est le ratio fréquence cardiaque sur pression artérielle, le fait d'être intubé ou le fait d'avoir une hémoglobine inférieure à 13, ou une hypotension inférieure à 70, deux de ces critères, et vous avez une sensibilité de 75% et une spécificité de 80% d'avoir recours soit à la transfusion massive, soit d'avoir un état de choc à l'arrivée qui est important. Chez nous, en tout cas, mais ça dépend des centres, ça nous fait activer la décongélation des PFC avant l'arrivée du patient, si bien qu'ils sont disponibles dès que celui-ci passe la porte, et on gagne ces 30 minutes, ces fameuses 30 minutes avant leur décongélation. Ça, c'est dépendant, et il faut de chaque structure pour pouvoir s'organiser. Alors le 1 pour 1, c'est génial parce que c'est super simple. Juste avec un appareil de mesure de l'hémoglobine, vous pouvez l'appliquer, vous transfusez les culots selon l'hémoglobine, vous transfusez le même nombre de PFC, avec un objectif entre 7 et 9 d'hémoglobine. Voilà, on a besoin de très peu de matériel et ça peut se faire facilement. Donc c'est simple en termes d'applicabilité et de monitorage. À ce moment-là, ça a des points négatifs. On risque de surtransfuser certains patients, qui n'en ont pas forcément besoin en fait, et de sous-transfuser les plus coagulopathes d'entre eux. Si vous regardez ici, en ordonnée, vous avez la variation par rapport à la mesure d'arrivée du thromboélastogramme, c'est-à-dire de la fermeté du caillot. Tout ce qui est positif, ça veut dire que vous améliorez. Tout ce qui est négatif, c'est que la coagulation se détériore. Quand vous transfusez que des culots, la fermeté du caillot diminue. C'est normal, il n'y a pas de facteur dedans. Quand vous transfusez du plasma frais congelé, vous voyez, vous restez légèrement négatif. Vous ne corrigez pas la coagulation. Il faut ici ajouter du cryoprécipité, c'est un concentré de fibrinogène, pour réussir à repositiver, réaugmenter la fermeté du caillot. Les PFC, ça contient peu de fibrinogène. C'est 500 mg par poche. L'apport est finalement faible. Il est donc utile de détecter les patients qui en ont plus besoin que les autres ou moins besoin que les autres pour savoir à qui il faut les donner. Alors, quel monitorage on peut utiliser? Il y a le monitorage standard du laboratoire. Il faut avoir un TP supérieur à 40% en cas de choc hémorragique, voire supérieur à 60% quand on a un traumatisme crânien, et maintenir un fibrinogène au-dessus de 1,5. Le problème, on le connaît tous, on met beaucoup de temps à avoir les résultats. Je travaille dans un centre spécialisé en traumatologie. Après 90 minutes de prélèvement, je n'ai toujours pas les résultats de mon hémostase biologique. La mesure délocalisée du TP, c'est possible, mais elle sert surtout en fait pour les patients qui sont sous AVK pour mesurer l'INR. Et quand on essaie de la comparer à la valeur du TP référente en traumatologie, ça ne marche pas très bien. Et il existe les tests viscoélastiques. Je vais prendre deux exemples que j'aime bien décrire. Un piéton qui est renversé par une voiture de 42 ans, il est Glasgow 5, un trauma facial avec une épistaxis. Il est rempli de 2 litres en préhospitalier, ce qui est déjà un facteur de gravité, c'est que l'instabilité était importante. Et il a 3,5 mg/h de noradré. Et quand il arrive, il a 10,5 g d'hémoglobine. Voilà son profil au thromboélastogramme. Il y a un délai d'initiation du caillot qui est très tardif, donc il manque de facteurs. L'angle est faible, il manque de fibrinogène. Et la fermeté maximale est très faible elle aussi. Il y a probablement une dysfonction plaquettaire associée. Et si on regarde que le fibrinogène, on va faire un raccourci. Ça veut dire qu'ici, on a 0,52 g par litre de fibrinogène. Le patient est totalement défibriné.
Et puis on prend un patient de 32 ans qui est amené aux urgences de proximité, qui a un état de choc AH5 sur un hémothorax. Il est drainé dans ces mêmes urgences et il se dégrade en fait secondairement. Il va avoir besoin d'être intubé, il va être transfusé de 2 kg globulaires, donc quelques heures après son arrivée aux urgences. Et 1 mg de noradrénaline, il est transféré secondairement dans un centre spécialisé en traumatologie. Quand il arrive, le délai de coagulation est plus faible que la normale. Il est hypercoagulable et il a 1,8 g de fibrinogène. Pour le patient de gauche, on va sortir le plan hors sec. Pour le patient de droite, en fait, on ne va rien faire. Alors que l'intuition pourrait guider du 1 pour 1 pour les deux, et on verra. Alors, l'administration de fibrinogène, elle peut se faire guidée par les méthodes de mesure viscoélastiques. C'est ainsi que sont rédigées les recommandations. Si on les a, c'est fort pratique. Ça permet d'avoir une réponse rapidement pour maintenir un taux de fibrinogène fonctionnel au-dessus de 1,5 et administrer un bolus de 3 à 4 grammes. Chez les patients les plus graves, notamment chez ceux qui ont un bas excess qui est plus bas que -10 ou des lactates qui sont supérieurs à 7, ce sont des facteurs indicatifs de manque de fibrinogène et qui peuvent pousser à l'administrer, même si on n'a pas le thromboélastogramme. Le fibrinogène est recommandé, mais bizarrement, c'est un des seuls facteurs qui n'a pas été étudié dans la littérature et qui n'a pas été validé et qui n'a pas montré qu'il diminuait la mortalité par rapport à une stratégie par PFC seul. Donc on sait que les PFC sont parfois insuffisants, que le fibrinogène peut aider à compléter, mais la démonstration n'est pas encore faite. Alors est-ce que du coup tout guider sur des méthodes viscoélastiques permet d'améliorer le pronostic des patients? Est-ce qu'on va pouvoir faire juste ce qu'il faut pour ceux qui ne sont pas trop coagulopathes et en faire beaucoup pour ceux qui sont très coagulopathes? On attendait les résultats de cette étude depuis longtemps. Elle a été réalisée à l'initiative des collègues anglo-saxons. Karim Brouy, c'est quasiment 400 patients traumatisés pour qui on active un protocole d'hémorragie massive et qui vont recevoir au moins 1 kg globulaire à leur arrivée. Ils vont comparer deux choses. Le protocole d'hémorragie massive, suivi des tests conventionnels au laboratoire, TP, TCA, fibrinogène, le standard. Et ils vont comparer ça avec le protocole d'hémorragie massive et la suite sera guidée par les tests viscoélastiques. C'est très important de comprendre ce que c'est le protocole d'hémorragie massive. Les patients, quand ils arrivent, qu'est-ce que soit le groupe, ils prennent 4 kg, 4 PFC, 4 unités plaquettaires. Le premier round, le premier pack n'est pas guidé par soit la biologie, soit le thromboélastogramme. C'est à partir du deuxième qu'on guide. C'est le traumatisme fermé principalement. 26 d'ISS sont des patients sévères et le délai d'admission est 70 minutes. C'est un délai qui est tout à fait compatible avec celui qu'on a en France. Alors qu'est-ce qu'on a comme résultat? Dans le groupe qui est guidé par le thromboélastogramme ou le Rotem, ils ont reçu plus souvent, dans les suites du premier pack, des PFC, du fibrinogène et des plaquettes. 2 fois plus souvent, 67% versus 36%. Ça change la thérapeutique. Le délai est raccourci, 21 minutes. Ben oui, avoir un texte, c'est plus rapide qu'avoir la biologie, en fait. Ça se confirme. La différence, il n'y en a aucune sur la survie, ni sur le taux de transfusion massive à 24 heures. Absolument aucune différence. Est-ce qu'il faut pour autant jeter complètement le thromboélastogramme et toutes ces techniques? Je pense quand même qu'elles sont utiles pour savoir où on en est quand la situation perdure. Mais quand on la compare en fait à un gold standard qui est ultra performant, 1 pour 1, dès l'arrivée, tout de suite disponible, enfin, c'est déjà le must. Donc, le conseil, ça veut dire très bien s'organiser pour faire le 1 pour 1, et puis on va voir après si on peut encore améliorer. Est-ce qu'il existe des alternatives au PFC, des éléments qu'on n'aurait pas besoin de décongeler pour les avoir disponibles tout de suite? Chez les collègues autrichiens et allemands, ils aiment beaucoup utiliser le concentré de complexe prothrombinique. Ici, c'est une étude randomisée, 100 patients, ISS 35 qui sont sévères. Ils reçoivent soit du fibrinogène et des concentrés de complexe prothrombinique, soit du PFC. Et vous voyez ici que dans le groupe fibrinogène et CCP, il y a moins de transfusion massive, 12% versus 30%, et moins de transfusion de plaquettes à la fin. Le problème dans cette étude, c'est que les PFC étaient administrés après la 40e minute, alors que bien sûr, CCP et fibrinogène sont disponibles tout de suite. Au-delà de 40 minutes, ce n'est pas tout à fait digne d'un trauma center quand on fait de la transfusion massive. En ce qui concerne les plaquettes, on recommande un seuil supérieur à 50 000 en l'absence de trauma crânien, supérieur à 100 000 en cas de traumatisme crânien. Le problème est en train de poser beaucoup de questions sur les plaquettes, puisqu'on sait qu'elles dysfonctionnent précocement, elles sont altérées de type hémostase primaire, comme si les patients traumatisés étaient sous antiagrégants à la phase initiale. Et si on reprend les données de ProPPR, qui était l'étude qui comparait 1 pour 2 et 1 pour 1,
Dans le bras 1 pour 2, ils avaient les plaquettes qu'au deuxième pack, et dans le bras 1 pour 1, ils avaient les plaquettes d'emblée. Et si on ajuste tout ça sur le nombre de PFC reçus, on se rend compte que ceux qui avaient les plaquettes très tôt avaient une survie qui était, enfin on va dire une mortalité qui était beaucoup plus basse que ceux qui avaient les plaquettes plus tard. Alors c'est du rétrospectif, mais il y a de plus en plus d'arguments pour dire que les plaquettes, il ne faut pas les faire trop tard. Au deuxième pack, pas plus tard que ça, mais probablement en fin de premier pack si on s'aperçoit que le patient est sévère. Bon, il reste les incontournables. On ne peut pas parler de coagulopathie sans dire qu'il faut lutter contre l'hypothermie. Difficile de réchauffer activement le patient, c'est surtout hyper important de ne pas le laisser devenir plus hypotherme. Utilisez des réchauffeurs et des produits qui vont être réchauffés, et avec ça, vous éviterez les catastrophes. Calcium ionisé supérieur à 0,9. Dans les séries, c'est encore 10% de patients qui descendent en dessous de 0,9 de calcium ionisé. L'exceptionnel, c'est le facteur 7. C'est une rescue quand on a tout tenté. Il n'est pas utile en première intention. En conclusion, un ratio 1 pour 2 à 1 pour 1 en cas de transfusion massive est validé. Ça s'anticipe dès le préhospitalier. Ça a des limites parce que c'est excessif pour certains et insuffisant pour d'autres. Le monitorage peut être utile, mais on voit bien que par rapport à un gold standard très performant, une fois qu'on fait très bien le 1 pour 1 pour 1, il faut probablement beaucoup de patients pour démontrer que le monitorage délocalisé fera mieux. Il reste beaucoup d'inconnus. Bénéfice réel du fibrinogène. Est-ce que les concentrés complexes prothrombiniques sont vraiment équivalents au PFC? Et les plaquettes, à quel moment? Je vous remercie.